Toutes les nounous abandonnaient les triplés du millionnaire, fuyant désespérées après une seule nuit. Jusqu'à ce qu'une femme en fauteuil roulant apparaisse, portant dans son regard une fermeté que personne n'attendait. Elle affronta chaque piège avec calme, transformant les attaques en leçons et les moqueries en un silence déconcertant. Mais ce qui semblait être une victoire sur les filles s'est révélé être un duel plus profond, contre l'orgueil, le passé et la peur d'aimer. Dans le quartier élégant de Neuilly-sur-Seine, dominant la scène avec une arrogance architecturale qui semblait défier le temps lui-même, se dressait le domaine Valmont. Cette demeure n'était pas simplement une résidence luxueuse, mais le symbole d'une dynastie bâtie par un seul homme, Alexandre Valmont. À 52 ans, ce titan de l'industrie cosmétique française possédait un empire que tous enviaient, une fortune que les magazines économiques estimaient en milliards, et un réseau d'influence qui s'étendait des bureaux ministériels aux ateliers parisiens les plus exclusifs. Pourtant, derrière les grilles ouvragées qui protégeaient sa propriété des regards indiscrets, un murmure circulait que personne n'osait ignorer. Aucune gouvernante n'avait supporté plus d'une nuit auprès de ses filles. Les triplés. Valmont, Héloïse, Émilie et Estelle étaient connues dans tout Neuilly pour leur tempérament indomptable. À 12 ans, ces trois visages identiques aux boucles châtains et aux yeux d'un bleu glacial transformaient chaque nouvelle arrivée en un jeu pervers. Elles organisaient des pièges, inventaient des insultes cruelles et riaient des larmes qu'elles provoquaient, comme si c'était un spectacle monté pour leur seul amusement. Alexandre, habitué à faire plier n'importe quel adversaire dans le monde impitoyable des affaires, se retrouvait impuissant face à la rébellion de ses propres filles. Cette défaite quotidienne le consumait lentement. Depuis la disparition de Juliette, sa femme, 5 ans auparavant, un vide s'était installé dans chaque recoin de la maison. Aucun jouet coûteux, aucun voyage dans des destinations exclusives, aucune promesse ne parvenait à remplacer la tendresse perdue. Alexandre se souvenait encore de la dernière supplique de sa compagne, alors que la maladie l'emportait. Ne les laisse pas se perdre. Mais devant ces trois visages qui lui rappelaient tant celle qu'il avait aimée, il se sentait fragile, vaincu, incapable d'offrir la discipline sans amour ou l'amour sans discipline. Chaque gouvernante qui fuyait la maison en larmes était une preuve supplémentaire de son échec personnel. Lorsque la 7e gouvernante quitta le domaine en pleurs, couverte de peinture et de colle, la sensation de défaite sembla définitive. Même Madame Pelletier, la plus ancienne employée de maison, celle qui avait vu naître les triplés, commençait à perdre espoir. « Monsieur », dit-elle en posant une tasse de café devant Alexandre, qui fixait l'écran de son ordinateur sans. « À le voir, il faut peut-être envisager une solution plus institutionnelle. » Il savait ce que cela signifiait. Un pensionnat, l'éloignement, une capitulation. « Jamais », répondit-il simplement. « J'ai promis à leur mère. » Le lendemain matin, alors que l'automne parisien déposait ses premières feuilles dorées sur l'allée principale, la sonnette retentit. Dans l'entrée majestueuse, Madame Pelletier introduisit une femme que personne n'attendait. Une femme différente. Elle se présenta comme Mathilde Dufresne, la trentaine, des traits délicats mais résolus, une voix douce mais ferme. Ce qui frappa immédiatement Alexandre, debout au milieu du hall d'entrée, fut le contraste saisissant entre la détermination qui brillait dans ses yeux noisettes et sa condition physique. Mathilde se déplaçait en fauteuil roulant. « Je viens, pour le poste de gouvernante », annonça-t-elle sans préambule. « J'ai appris que vous cherchiez quelqu'un. » Alexandre hésita, déconcerté. Il n'avait même pas eu le temps de publier une nouvelle annonce après le départ précipité de la dernière gouvernante. « Comment avez-vous su que… » « Les nouvelles circulent vite dans certains réseaux, » répondit-elle avec un sourire tranquille. « Je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé avec des enfants difficiles pendant des années avant mon accident. » À cet instant, un bruit, de pas précipité dans l'escalier, annonça l'arrivée des triplés. Elles s'arrêtèrent net en voyant Mathilde. Héloïse, la plus audacieuse des trois, ne put retenir un sourire mauvais. Émilie échangea un regard complice avec sa sœur, tandis qu'Estelle, habituellement la plus réservée, étudiait la nouvelle venue avec une curiosité à peine dissimulée. « Voici donc nos petits monstres, » dit Mathilde d'une voix calme, les observant tour à tour sans la moindre trace d'appréhension.
Alexandre s'apprêtait à réprimander ses filles pour leur impolitesse, mais Mathilde leva doucement la main pour l'arrêter. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Valmont. Je ne suis pas venu ici pour juger ou pour fuir. J'ai l'habitude des regards. » Elle se tourna vers les filles et leur adressa un sourire franc, dépourvu de cette condescendance adulte qu'elle détestait tant. « Je m'appelle Mathilde, et je parie que vous avez déjà prévu 3 ou 4 façons de me faire partir, avant le dîner. » Les triplés, habituellement si promptes à répondre, restèrent momentanément sans voix. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, elle ne craignait personne, mais quelque chose de plus troublant, la sensation d'avoir été percée à jour. « On n'a pas besoin d'une gouvernante », lança finalement Héloïse. « Surtout, pas d'une infirme. »« Héloïse » s'indigna Alexandre, mortifié. Mais Mathilde ne sembla pas offensée. Au contraire, elle avança son fauteuil jusqu'au pied de l'escalier, si près que les filles reculèrent instinctivement d'un pas. « Tu as raison, dit-elle calmement. Tu n'as pas besoin d'une gouvernante. Tu as besoin de quelqu'un qui ne te laissera pas devenir la personne que tu prétends être. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Alexandre, impressionné malgré lui, observait la scène avec un mélange de surprise et d'espoir ténu. Pour la première fois, il voyait ses filles déstabilisées. Mathilde se tourna vers lui. « Je peux commencer aujourd'hui, » dit-elle simplement. « Je ne suis pas venue ici pour fuir à la première difficulté. » Cet après-midi-là, pendant qu'Alexandre hésitait encore et que Madame Pelletier installait Mathilde dans la chambre adjacente à celle des triplés, les filles tinrent conseil dans leur repère secret, un grenier aménagé sous les combles où leur père ne montait jamais. « Elle ne tiendra pas une nuit, » affirma Héloïse en manipulant une boîte remplie de petits mécanismes qu'elles avaient subtilisés au fil des mois. « On va lui montrer qui commande ici. »« Je ne sais pas, » murmura Estelle, pensive. « Elle n'a pas eu peur, même quand tu l'as insultée. »« Parce qu'elle ne nous connaît pas encore, » rétorqua Émilie, en étalant sur le sol poussiéreux les plans de la maison qu'elles avaient dessinée pour préparer leur mauvais coup. Mais elle va vite comprendre. La nuit venue, la guerre commença. Elles attendirent que la maison s'endorme, puis mirent leur plan à exécution. D'abord, elles bloquèrent la porte de Mathilde de l'extérieur. Ensuite, à l'aide d'un dispositif ingénieux impliquant un tuyau d'arrosage passé par la fenêtre du couloir, elles commencèrent à inonder sa chambre. De l'extérieur, cachée dans le jardin, elles l'insultèrent, l'appelant « sorcière » et « estropiée ». N'importe quelle autre gouvernante aurait crié, appelé à l'aide, ou simplement pleuré de frustration. Mais la lumière s'alluma dans la chambre de Mathilde et contre toute attente, elle apparut à la fenêtre. Sans panique, elle observa le dispositif, suivit des yeux le tuyau jusqu'au jardin où les filles se cachaient mal, puis sourit. D'un geste calme, elle ferma le robinet qu'elles avaient fixé au tuyau, bloquant l'arrivée d'eau. Puis elle ouvrit sa fenêtre. « Ingénieux », dit-elle dans la nuit. « Mais la prochaine fois, pensez à utiliser un clapet anti-retour. L'eau pourrait refluer et vous mouiller. » Puis elle referma tranquillement sa fenêtre, laissant les triplés médusés dans l'obscurité du jardin. Elle n'avait jamais rencontré une telle résistance. Le lendemain matin, contre toute attente, Mathilde était dans la cuisine, préparant tranquillement le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Lorsque les triplés descendirent, méfiantes et irritées, elle leur servit des pancakes parfaitement dorés. « J'espère que vous avez bien dormi, » dit-elle simplement. « Moi, j'ai passé une nuit très instructive. Pour la première fois depuis la disparition de leur mère, les filles mangèrent en silence, désorientées par cette femme qui semblait imperméable à leurs attaques. Alexandre, qui s'attendait à trouver la maison en état de siège et une nouvelle gouvernante en fuite, fut stupéfait de découvrir ce calme relatif. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il prudemment à Mathilde lorsque les filles quittèrent la table. « Parfaitement bien, » répondit-elle avec un sourire énigmatique. « Nous faisons connaissance. » Ce qu'Alexandre ignorait, c'est que la guerre ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, les générales en herbe qu'étaient ses filles avaient trouvé une adversaire à leur mesure, et peut-être sans le savoir encore. La personne qui pourrait ramener la lumière dans cette maison où les ombres s'étaient installées depuis trop longtemps. Les jours suivants apportèrent de nouvelles épreuves, chacune plus inventive que la précédente. Le domaine Valmont était devenu un champ de bataille où s'affrontaient deux stratégies, celle des triplés
déterminée à chasser cette nouvelle intruse, et celle de Mathilde, résolue à tenir bon avec une patience qui semblait inépuisable. Dans Déesse, le jardin, profitant d'un moment où Mathilde s'était aventurée dehors pour respirer l'air automnal, les filles ouvrirent brusquement le jet puissant de la lance d'arrosage, espérant la renverser sous la pression de l'eau. Mais au lieu de reculer, elle avança directement vers elle, traversant le jet, son fauteuil s'enfonçant dans la pelouse humide. D'un geste calme, elle saisit le tuyau et ferma la valve, trempée mais souriante. « L'eau n'est qu'une sensation », dit-elle simplement en essorant ses cheveux. « Comme la colère, elle passe. » Cette réponse laissa les triplés perplexes. Où était la peur? Où étaient les cris? Où était cette satisfaction qu'elle tirait habituellement de leurs méfaits? Dans le couloir menant à sa chambre, elles tendirent des cordes à hauteur de roue pour la faire basculer. Mathilde les repéra au dernier moment, s'arrêta puis contourna tranquillement le piège. « Vous savez, dit-elle sans se retourner, quand on vit comme moi, on développe un sixième sens pour les obstacles. » Dans la cuisine, elles sabotèrent systématiquement ses préparations, sel en excès dans la soupe, coquilles d'œufs mélangées à la pâte à gâteau, ustensiles dissimulés. Mais à chaque fois, Mathilde transformait ses sabotages en leçons improvisées. « La vie est parfois trop salée », commentait-elle en goûtant la soupe massacrée, et cela aussi nous enseigne quelque chose. Elle s'adaptait, improvisait, trouvait des alternatives avec une créativité qui, malgré elle, impressionnait les trois sœurs. Progressivement, une fissure apparut dans leur unité. Estelle, la plus sensible des trois, commençait à observer Mathilde, avec une curiosité qui n'était plus seulement hostile. Un soir, alors que ses sœurs dormaient, elle se faufila jusqu'à la chambre de Mathilde et frappa doucement. Lorsque la porte s'ouvrit, elle murmura simplement « Tu n'es pas comme les autres ». Ce n'était pas un compliment, pas encore une capitulation, mais une reconnaissance. Mathilde hocha la tête. « Toi non plus, Estelle, tu n'es pas seulement l'une. T'es triplée, tu es aussi toi-même. » Cette phrase, prononcée avec une sincérité désarmante, toucha quelque chose en Estelle que personne n'avait atteint depuis longtemps. Elle s'enfuit sans répondre, troublée par cette femme qui semblait voir au-delà des apparences. Le lendemain matin, Alexandre surprit Estelle en train d'aider discrètement Mathilde à atteindre une étagère haute. Lorsqu'elle aperçut son père, la fillette reprit immédiatement son masque d'indifférence hostile. Mais il était trop tard. Il avait vu cette brève complicité. Un espoir ténu naquit en lui, si fragile qu'il n'osait même pas le formuler. Pendant ce temps, une autre personne observait l'évolution de la situation avec une attention particulière. Clémence Desmarais, élégante quinquagénaire qui dirigeait une fondation d'art prestigieuse, était bien plus qu'une simple relation professionnelle pour Alexandre. Depuis 2 ans, elle gravitait dans son orbite, partageant dîners, événements, mondains et conversations intimes. Veuve comme lui, raffinée et cultivée, elle incarnait tout ce qu'une femme de son rang devait être dans la haute société parisienne. Mais derrière les apparences soigneusement entretenues, se cachait une ambition dévorante. Clémence n'avait pas seulement jeté son dévolu sur Alexandre, elle convoitait aussi le statut que lui conférerait un mariage avec l'un des hommes les plus fortunés de France. Elle avait patiemment tissé sa toile, se rendant indispensable, devenant sa confidente et son soutien dans le monde impitoyable des affaires parisiennes. L'arrivée de Mathilde, cette inconnue qui semblait gagner en quelques jours ce que Clémence poursuivait depuis des années, l'affection des triplés, représentait une menace qu'elle ne pouvait ignorer. Ce vendredi-là, Clémence fit une visite impromptue au domaine Valmont, comme elle en avait pris l'habitude. Vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, elle apportait des pâtisseries de chez Ladurée, sachant pertinemment que c'étaient les préférés des filles, un détail qu'elle avait soigneusement mémorisé parmi tant d'autres. « Alexandre, mon cher !» s'exclama-t-elle en entrant dans le salon où il travaillait. « Je passais dans le quartier et j'ai pensé à tes petites diablesses. » Son regard s'arrêta sur Mathilde, qui lisait tranquillement un livre au triplet, une scène domestique, qui la figea momentanément. Les filles, habituellement si promptes à se précipiter sur les friandises, restaient absorbées par l'histoire. « Oh, je ne savais pas que vous aviez de la visite », dit-elle d'une voix qui dissimulait mal sa contrariété. Alexandre fit les présentations, expliquant que Mathilde était la nouvelle gouvernante.
L'évaluation rapide que fit Clémence de cette femme en fauteuil roulant la rassura partiellement. Elle ne représentait pas une concurrence sur le plan romantique. Néanmoins, l'influence qu'elle semblait exercer sur les filles était préoccupante. « C'est admirable ce que vous faites », dit Clémence avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Travaillez malgré votre condition. Quelle leçon de courage pour nos jeunes filles !» Mathilde soutint son regard sans ciller. « Ce n'est pas malgré, Madame Desmarais. C'est avec, nuance importante. » Un silence inconfortable s'installa, que Clémence rompit en s'adressant au triplé. « J'ai apporté vos macarons préférés, mes chéris. Les pistaches pour Héloïse, framboises pour Émilie et chocolat pour notre petite Estelle. » Émilie s'approcha la première, suivie d'Héloïse, mais Estelle resta assise près de Mathilde. « Je préfère finir l'histoire d'abord, » dit-elle simplement. Ce petit acte de rébellion ne passa pas inaperçu. Clémence serra imperceptiblement les dents derrière son sourire parfait. Cette gouvernante devenait plus qu'une nuisance, elle était un obstacle. Plus tard ce jour-là, alors que Mathilde aidait les filles avec leurs devoirs dans la bibliothèque, Clémence saisit l'occasion de parler à Alexandre en privé. « Elle semble compétente », admit-elle à contre-cœur. « Mais n'est-ce pas épuisant pour elle? Je veux dire, avec son handicap, s'occuper de 3 enfants aussi vivants que les... » « Tiens, elle s'en sort remarquablement bien, » répondit Alexandre, le regard perdu vers la bibliothèque. « Mieux que quiconque jusqu'à présent. »« bien sûr, acquiesça Clémence. Mais à long terme, c'est une solution temporaire, n'est-ce pas? Les filles ont besoin de stabilité, d'une présence permanente, d'une figure maternelle. » Ces derniers mots flottèrent dans l'air, chargés d'intentions non dites. Alexandre se tourna vers elle, pensif. « Pour l'instant, je suis simplement soulagé qu'elle ne l'ait pas fait fuir. » Cette réponse évasive ne satisfaisait pas Clémence, mais elle savait qu'en battre en retraite tactiquement. La partie ne faisait que commencer. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, un autre type de bataille se déroulait. Les triplés, sous l'apparente concentration sur leurs cahiers, échangeaient des regards complices. Elles n'avaient pas abandonné leur projet de se débarrasser de Mathilde. Elles avaient simplement changé de stratégie. « Pourquoi tu nous aides vraiment ?» demanda soudain Héloïse, levant les yeux de son cahier de mathématiques. « C'est... pour l'argent de papa, c'est ça ?» Mathilde posa le livre qu'elle consultait et regarda tour à tour chacune des filles. « Si c'était pour l'argent, j'aurais déjà abandonné après votre petite inondation, » répondit-elle calmement. « Il existe des emplois bien moins éprouvants pour le même salaire. »« Alors pourquoi ?» insista Émilie. « Personne ne veut vraiment de nous. » Cette dernière phrase, prononcée avec une assurance qui masquait mal une blessure profonde, révélait beaucoup sur l'état d'esprit des triplés. Mathilde resta silencieuse un moment, choisissant soigneusement ses mots. « Peut-être parce que je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime, » dit-elle finalement, « et de se sentir abandonnée ensuite. » Cette réponse, d'une honnêteté désarmante, prit les filles au dépourvu. Pour la première fois, elles voyaient en Mathilde non pas simplement une adulte à défier, mais une personne avec sa propre histoire, ses propres blessures. « Comment tu t'es retrouvée en fauteuil ?» demanda Estelle d'une voix douce, ignorant le regard réprobateur d'Héloïse. « C'est une longue histoire, » répondit Mathilde. « Une histoire pour un autre jour, quand vous l'aurez mérité. » Cette promesse implicite d'une confidence future établissait un contrat tacite. Si elle voulait connaître Mathilde, elle devrait d'abord lui accorder leur confiance. C'était habile, et même Héloïse, la plus méfiante des 3, en reconnut intérieurement la finesse. Le soir venu, lorsqu'Alexandre passa devant la chambre des filles pour leur souhaiter bonne nuit, il surprit une scène qui l'émut profondément. Mathilde, assise près du lit d'Estelle, lui brossait doucement les cheveux tout en racontant une histoire. L'enfant, habituellement si distante, avait les yeux fermés, un léger sourire aux lèvres. Émilie feignait l'indifférence en lisant un livre, mais écoutait manifestement. Seule Héloïse maintenait ostensiblement ses distances, retranchée, derrière ses écouteurs. Mais son regard trahissait son attention. Alexandre se retira sans faire de bruit, le cœur étrangement léger. Pour la première fois depuis la disparition de Juliette, une chaleur familière semblait revenir dans la maison. Une chaleur qu'il avait cru perdue à jamais. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les événements des jours à venir mettraient cette fragile harmonie à l'épreuve. Car Clémence Desmarais
n'avait pas l'intention de laisser une simple gouvernante en fauteuil roulant compromettre ses projets. Et les triplés, malgré ses premiers signes d'ouverture, n'avaient pas encore décidé si Mathilde méritait vraiment leur confiance, ou si elle rejoindrait la longue liste des adultes qui les avaient déçus. La partie d'échecs qui se jouait au domaine Valmont entrait dans une phase décisive, où chaque mouvement pouvait faire basculer l'équilibre précaire qui s'était instauré. Et au milieu de ces tensions, Mathilde gardait un secret dont la révélation pourrait tout changer. Le matin du 10e jour après l'arrivée de Mathilde, un événement inattendu vint bouleverser la routine qui s'installait au domaine Valmont. Alexandre, encore en robe de chambre, reçut un appel qui le fit pâlir. Sa présence était requise d'urgence à Milan pour sauver un partenariat crucial avec un fournisseur italien. Il devait partir dans l'heure et rester absent au moins 2 jours. En temps normal, une telle nouvelle aurait été accueillie par les triplés comme une opportunité en or pour terroriser la gouvernante du moment, libérée de la présence modératrice de leur père. Mais cette fois, lorsqu'Alexandre annonça son départ précipité pendant le petit déjeuner, une tension différente s'installa autour de la table. « Mathilde sera en charge pendant mon absence », déclara-t-il fermement, observant ses filles, avec une inquiétude mal dissimulée. « J'attends de vous un comportement irréprochable. » Les 3 visages identiques affichèrent 3 expressions distinctes. Héloïse, un défi à peine voilé. Émilie, une neutralité calculée. Et Estelle, une inquiétude sincère. « Ne t'inquiète pas, » intervint Mathilde avec son calme habituel, « nous nous débrouillerons très bien. » 1 heure plus tard, depuis le perron, elles regardèrent la berline noire d'Alexandre disparaître au bout de l'allée. C'était la première fois depuis l'arrivée de Mathilde que les 4 femmes se retrouvaient complètement seules dans l'immense demeure, sans la présence rassurante du maître des lieux. « Alors, dit Mathilde en se tournant vers les triplés, que diriez-vous de faire quelque chose de différent aujourd'hui ?» Les filles échangèrent des regards intrigués. Habituellement, les journées sans leur père suivaient un programme strictement encadré, études le matin, activités culturelles l'après-midi, temps libre surveillé le soir. « Différent comment ?» demanda Émilie, méfiante. « J'ai pensé que nous pourrions cuisiner ensemble, » proposa Mathilde. « Pas des plats ordinaires, quelque chose que vous n'avez jamais fait. » Cette suggestion inattendue eut l'effet escompté, piquer leur curiosité. Même Héloïse, qui maintenait ostensiblement ses distances, leva un sourcil intéressé. « Madame Pelletier ne nous laisse jamais toucher à ses casseroles, » dit Estelle, soudain animée. « Elle dit qu'on mettrait le feu à la cuisine. » Ce qui n'est pas faux, admit Émilie avec un demi-sourire. « Eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui décide, » répondit Mathilde. « Et je crois que vous êtes parfaitement capable d'apprendre à cuisiner sans incendier la maison. » Cette marque de confiance, si rare dans leur expérience, toucha les triplés plus qu'elles ne voulurent l'admettre. Dans la cuisine impeccable, aux équipements professionnels, sous la direction patiente de Mathilde, elles se lancèrent dans la préparation d'un soufflé au chocolat, un défi technique qui demandait précision et coordination. Au début, ce fut chaotique. Héloïse renversa la farine, Émilie cassa mal les œufs, et Estelle fit tomber un bol en verre qui se brisa en 1000 morceaux. Dans un passé récent, de tels incidents auraient déclenché réprimandes et punitions. Mais Mathilde resta imperturbable. « Ce n'est rien », dit-elle simplement en aidant Estelle à ramasser les éclats. « On apprend toujours de ses erreurs. C'est la règle numéro 1 en cuisine et dans la vie. » Progressivement, sous sa direction, les gestes devinrent plus assurés. Les triplés, habitués à agir en opposition, découvrirent la satisfaction de créer ensemble. Lorsque le soufflé sortit du four, magnifiquement gonflé, un sentiment d'accomplissement collectif les envahit. « On a réussi !» s'exclama Estelle, les yeux brillants de fierté. « C'est pas si difficile » tempéra Héloïse, mais le sourire qui dansait sur ses lèvres trahissait sa satisfaction. Elles dégustèrent leur création dans la véranda ensoleillée avec un chocolat chaud préparé par Mathilde. Pour la première fois depuis longtemps, les triplés n'étaient pas en guerre, ni entre elles, ni contre le monde adulte. C'était un moment de paix qui semblait presque irréel dans cette maison habituée au conflit. « Comment tu as appris à cuisiner comme ça ?» demanda Émilie, brisant un silence confortable. « J'ai dû réapprendre beaucoup de choses après mon accident, »
répondit Mathilde sans détour. La cuisine était l'une d'elles. Quand on perd la mobilité de ses jambes, on doit trouver de nouvelles façons de faire des gestes simples que les autres tiennent pour acquis. Cette confession livrée sans apitoiement fascina les triplés. Pour la première fois, elles entraient dans l'histoire personnelle de cette femme qui résistait à leurs assauts avec tant de grâce. « Ça fait mal ?» demanda abruptement Estelle. « Ça de ne plus pouvoir marcher ?» « Estelle, » réprimanda Émilie, inhabituellement soucieuse des convenances. « Ce n'est pas grave, » intervint Mathilde. « C'est une question honnête. La douleur physique a disparu depuis longtemps. Mais il reste parfois une douleur invisible, celle de ne plus pouvoir faire certaines choses comme avant. » Elle hésita un instant, puis ajouta « Comme courir après ?» Un enfant qui s'éloigne. Ces mots, prononcés avec une émotion contenue, créèrent un pont invisible entre elles et les triplés, car elles aussi connaissaient cette douleur invisible, celle d'avoir perdu quelqu'un d'irremplaçable. L'après-midi, elles décidèrent spontanément de jouer à un jeu de société que Mathilde avait apporté, un jeu de stratégie qui mettait à l'épreuve leur esprit de compétition, mais aussi leur capacité à collaborer par moments. Même Héloïse se prit au jeu, révélant un esprit tactique qui impressionna Mathilde. « Tu serais redoutable en affaires », lui dit-elle après, une manœuvre particulièrement astucieuse. « Comme papa ?» demanda Héloïse, et pour la première fois, sa voix trahissait un besoin d'approbation. « Peut-être même meilleur », répondit Mathilde avec un clin d'œil. Le soir venu, alors que l'heure du coucher approchait, une atmosphère détendue régnait dans la maison. Les filles, fatiguées mais étrangement satisfaites de cette journée improvisée, se préparaient à regagner leur chambre lorsque la sonnette de l'entrée retentit. « Qui peut venir si tard ?» murmura Estelle, soudain inquiète. Mathilde consulta sa montre. Il était presque 21 heures, puis se dirigea vers l'entrée, suivie par les triplés intrigués. Sur le perron se tenait Clémence Desmarais, impeccablement habillée malgré l'heure tardive, un dossier sous le bras et une expression de surprise feinte en découvrant Mathilde. « Oh, bonsoir, dit-elle. Je ne savais pas qu'Alexandre était absent. J'apportais des documents pour son conseil d'administration de lundi. » Son regard balaya la scène, les triplés en pyjama, visiblement détendus, et Mathilde qui gérait la situation avec une assurance tranquille. Quelque chose dans ce tableau domestique la contraria profondément. « Les filles devraient être couchées à cette heure, non ?» remarqua-t-elle d'un ton faussement concerné. « Nous allions justement monter, » répondit Mathilde sans se laisser déstabiliser. « Vous pouvez laisser les documents, je les transmettrai à M. Valmont dès son retour. » Clémence hésita, visiblement peu encline à partir si vite. « Je pourrais peut-être aider à mettre les filles au lit. Après tout, vous devez être fatiguée. » Le sous-entendu sur son handicap était à peine voilé. Mais avant que Mathilde ne puisse répondre, Héloïse intervint avec sa franchise habituelle. « On n'a pas besoin d'aide. Mathilde s'occupe très bien de nous. » Le ton protecteur surprit tout le monde. Héloïse elle-même semblant étonnée par sa propre réaction. Clémence masqua son irritation derrière un sourire crispé. « Bien sûr, ma chérie. Je m'inquiète simplement pour vous, c'est tout. » Elle tendit le dossier à Mathilde, leurs regards se croisant en un duel silencieux. « Dites à Alexandre que je l'appellerai demain. » Après son départ, un silence pensif s'installa. Ce fut Émilie qui le rompit. « Elle ne t'aime pas, » dit-elle à Mathilde avec la brutale franchise des enfants. « Elle a peur, » corrigea Mathilde doucement, « ce qui est différent. »« Peur de quoi ?» demanda Estelle. « Du changement, peut-être, » répondit Mathilde évasivement. « Allez, il est temps de dormir maintenant. » Plus tard cette nuit-là, alors que les triplés dormaient enfin, Mathilde resta éveillée dans sa chambre, réfléchissant aux événements de la journée. Quelque chose avait changé. Une brèche s'était ouverte dans la défense des filles. Même Héloïse, la plus rebelle, avait montré des signes de dégel. Mais Mathilde savait aussi que ce fragile équilibre pouvait basculer à tout moment. Son téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Alexandre. « Comment ça se passe ?» Elle hésita, puis répondit simplement « Mieux que prévu. Prenez votre temps à Milan. » Ce qu'elle ne lui écrivit pas, c'est que pendant cette journée ensemble, elle avait découvert la véritable nature des triplés derrière leur façade de rébellion. 3 enfants blessés par une perte irréparable, qui cachaient leur vulnérabilité derrière une carapace d'hostilité. Elle avait aussi compris que Clémence Desmarais représentait une menace plus sérieuse qu'elle ne l'avait d'abord estimée.
Le lendemain, une surprise attendait les triplés. Au petit déjeuner, Mathilde leur annonça « J'ai pensé que nous pourrions sortir aujourd'hui. » « Sortir où ?» demanda Émilie, méfiante. « Au jardin des Tuileries d'abord, puis peut-être au Louvre si vous êtes sage, » répondit Mathilde. « Votre père m'a donné son accord par téléphone ce matin. » Cette perspective d'une excursion inattendue au cœur de Paris enchanta même Héloïse. 1 heure plus tard, elles étaient dans le métro, une première pour les triplés habitués au déplacement en voiture avec chauffeur. « C'est sale », grimaça Héloïse en observant la rame bondée. « C'est vivant », corrigea Mathilde. « C'est le vrai Paris, celui que vous ne voyez jamais depuis votre berline. » Cette journée dans Paris fut une révélation pour les filles. Sous la conduite de Mathilde, elles découvrirent une ville qu'elles croyaient connaître, mais qu'elles n'avaient jamais vraiment explorée. Aux Tuileries, elles louèrent un petit bateau qu'elles firent naviguer sur le bassin, comme des enfants ordinaires. Au Louvre, Mathilde leur fit découvrir non pas les salles bondées de la Joconde, mais des recoins moins connus, où se cachèrent des trésors que même leur éducation privilégiée ne leur avait pas fait connaître. Ce qui frappa les triplés, c'était la façon dont Mathilde naviguait dans ce monde qui semblait pourtant si peu adapté à son fauteuil. Elle anticipait les obstacles, trouvait des chemins alternatifs, demandait de l'aide quand c'était nécessaire, sans jamais perdre sa dignité ni son enthousiasme. « Comment tu fais pour ne jamais te mettre en colère ?» demanda Émilie alors. Qu'elles attendaient devant un ascenseur en panne au musée, contrainte à un long détour. « Qui a dit que je ne me mettais jamais en colère ?» répondit Mathilde avec un sourire énigmatique. « J'ai simplement appris que la colère est une énergie qu'on peut canaliser autrement. » Le soir, épuisées mais heureuses, elles rentrèrent au domaine Valmont pour trouver Alexandre déjà revenu, de Milan l'air préoccupé. En voyant ses filles revenir animées et souriantes, son expression s'éclaira. « On dirait que tout s'est bien passé, » dit-il à Mathilde, alors que les triplés montaient se changer. « Elles sont extraordinaires. »« Vous savez, » répondit-elle simplement, « quand on prend le temps de les découvrir vraiment. » Alexandre l'observa longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme avait accompli en quelques jours ce que des années d'efforts et des fortunes en thérapeute n'avaient pu réaliser. Elle avait commencé à guérir ses filles. « Merci », dit-il simplement, et dans ce mot unique tenait tout un monde de gratitude. Ce qu'il ignorait, c'est que Clémence Desmarais avait déjà commencé à agir dans l'ombre. Pendant son absence, elle avait fait des recherches sur Mathilde Dufresne. Des recherches qui allaient bientôt remettre en question tout ce qui se construisait patiemment au domaine Valmont. Le grand gala annuel de la Fondation Valmont pour les enfants défavorisés approchait à grands pas. Chaque année, cet événement réunissait l'élite parisienne, industriels, politiques, artistes et philanthropes, dans les salons dorés du Plaza Athénée. Pour Alexandre, c'était bien plus qu'une simple soirée mondaine. C'était l'héritage de Juliette qui avait créé cette fondation avec passion avant sa disparition. Traditionnellement, les triplés y faisaient une brève apparition, soigneusement, chorégraphiée et généralement désastreuse. L'année précédente, elles avaient renversé accidentellement un plateau de champagne sur la robe d'une sénatrice. L'année d'avant, elles avaient déclenché l'alarme incendie, provoquant une évacuation chaotique. Ces incidents avaient fini par être attendus, presque comme une attraction involontaire de la soirée. « Je ne sais pas si nous devrions les emmener cette année », confia Alexandre à Mathilde dans son bureau, 3 jours avant l'événement. « Peut-être serait-il préférable qu'elles restent ici avec vous. » Mathilde, qui feuilletait l'album des galas précédents, leva les yeux vers lui. « Je pense au contraire qu'elles devraient en venir. C'est important qu'elles comprennent l'héritage. » De leur mère. Alexandre la regarda avec surprise. « Vous êtes consciente des risques. Il y aura des ministres, des PDG, des personnalités que je ne peux pas me permettre d'offenser. »« Je comprends, » acquiesça Mathilde. « Mais avez-vous considéré que leur comportement passé était peut-être un appel à l'attention, une façon de vous dire qu'elles veulent faire partie de ce monde qui était si important pour leur mère ?» Cette perspective, qu'Alexandre n'avait jamais envisagée, le laissa pensif. Il observa Mathilde qui continuait à parcourir l'album, s'arrêtant sur une photo où Juliette, rayonnante dans une robe de soirée émeraude, entourée de leur fille alors âgée de 5 ans, coupait le ruban inaugural de la fondation. « Elle était extraordinaire », murmura Alexandre. « Les filles lui ressemblent beaucoup », répondit doucement Mathilde. «
pas seulement physiquement. Un silence chargé d'émotions s'installa, qu'Alexandre rompit en se levant brusquement. « Très bien, elles viendront, mais vous serez responsable d'elles pendant toute la soirée. »« Avec plaisir, » accepta Mathilde. « Et si vous me le permettez, j'aimerais préparer quelque chose de spécial avec elles pour l'occasion. » Le jour du gala, une tension palpable régnait dans la maison. Les triplées, inhabituellement silencieuses, se préparaient dans leur chambre, sous la supervision de Madame Pelletier. Alexandre, dans son costume sur mesure, vérifiait nerveusement son discours. Et Mathilde, élégante dans une robe bleu nuit spécialement conçue pour s'harmoniser avec son fauteuil, mettait la dernière touche à une surprise qu'elle avait organisée avec les filles. Lorsqu'elles descendirent enfin l'escalier principal, Alexandre en resta sans voix. Les triplées portaient des robes identiques de couleur ivoire, mais chacune avait personnalisé la sienne, avec un accessoire distinct. Un châle brodé d'argent pour Héloïse, une ceinture de soie bleue pour Émilie et une broche en forme de papillon pour Estelle. Leurs cheveux, habituellement coiffés de manière identique, étaient aujourd'hui arrangés différemment, soulignant la personnalité unique de chacune. « Vous êtes magnifique », murmura Alexandre, ému malgré lui. « C'était l'idée de Mathilde », expliqua Estelle avec fierté. « Elle dit qu'on peut être unis sans être identique. » Cette simple phrase révélait toute la profondeur du travail que Mathilde avait accompli avec elle en si peu de temps. Pour la première fois, les triplés assumaient leur individualité tout en célébrant leur lien. La soirée commença par un cocktail dans le hall somptueux de l'hôtel. Dès leur arrivée, tous les regards se tournèrent vers la famille Valmont et leur gouvernante en fauteuil roulant. Les murmures circulèrent rapidement. Clémence Desmarais, magnifique dans une robe Dior écarlate, se dirigea immédiatement vers eux, embrassant Alexandre avec une familiarité calculée. « Mes chéris, vous êtes ravissantes », dit-elle aux triplés avant de se tourner vers Mathilde. « Et vous aussi, bien sûr. C'est courageux de votre part de vous aventurer dans un événement aussi exigeant. » Le commentaire formulé comme un compliment cachait mal sa condescendance. Mathilde sourit simplement. « La vraie exigence est de surmonter nos préjugés, n'est-ce pas, Madame Desmarais ?» Clémence tiqua légèrement, puis s'éloigna en entraînant Alexandre vers un groupe de dignitaires. Pendant l'heure qui suivit, les triplés restèrent près de Mathilde, observant la foule élégante avec un mélange de fascination et d'appréhension. Plusieurs invités vinrent les saluer, certains avec une curiosité sincère, d'autres avec cette pitié à peine dissimulée que Mathilde connaissait trop bien. « Pourquoi ils te regardent comme ça ?» demanda abruptement Héloïse, après qu'un couple se fut éloigné. « Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de quelqu'un comme moi », répondit Mathilde avec franchise. « Le handicap dérange parce qu'il rappelle la fragilité de chacun. »« C'est idiot, » trancha Émilie. « Tu es plus forte que la plupart d'entre eux. » Cette déclaration, venant de la plus réservée des trois, toucha Mathilde. « C'est gentil de le penser. »« Ce n'est pas de la gentillesse, » intervint Estelle. « C'est la vérité. » Le moment crucial de la soirée arriva lorsqu'Alexandre monta sur l'estrade pour son discours annuel. Comme toujours, il parla avec éloquence de l'importance de la Fondation, de ses réalisations de l'année écoulée et rendit hommage à Juliette, dont l'esprit continue de guider chacune de nos actions. Puis, à la surprise générale, il ajouta « Cette année, mes filles ont préparé quelque chose de spécial en mémoire de leur mère. Je leur laisse la parole. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les habitués du gala échangèrent des regards inquiets, se préparant mentalement à un nouveau désastre. Mais lorsque les triplés montèrent sur l'estrade, leur attitude était différente, déterminée, mais pas rebelle. Héloïse prit la parole en premier, d'une voix claire qui porta dans toute la salle « Notre mère croyait que chaque enfant mérite une chance, quelle que soit sa situation. » Émilie enchaîna. « Elle nous a appris que la véritable force est dans la compassion, pas dans le pouvoir ou l'argent. » Estelle conclut. C'est pourquoi ce soir, nous voulons annoncer notre projet personnel pour la Fondation. D'un geste synchronisé, elles dévoilèrent un grand panneau illustrant un programme d'art-thérapie pour enfants hospitalisés. Une initiative qu'elles avaient conçue avec l'aide de Mathilde en s'inspirant des passions artistiques de Pimasemusez, leur mère. « Nous donnerons de notre temps chaque semaine », expliqua Héloïse avec une assurance surprenante, parce que, comme l'a dit quelqu'un de sage, il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut aussi donner de soi-même. Son regard croisa celui de Mathilde au fond de la salle et un sourire imperceptible passa entre elles. La salle éclata en applaudissements.
Alexandre, visiblement ému, serra ses filles dans ses bras sous les flashs des photographes. C'était l'image parfaite d'une famille qui se reconstruisait, une image que les médias allaient adorer. Mais tous n'étaient pas émus par ce spectacle. Dans un coin de la salle, Clémence Desmarais observait la scène avec une rage froide. Son plan d'intégration dans la famille Valmont, si soigneusement élaboré pendant des années, était menacé par cette gouvernante qui avait réussi en quelques semaines à transformer les enfants terribles en anges dévoués à la mémoire de leur mère. Plus tard dans la soirée, alors que les invités se dispersaient vers le dîner, Clémence intercepta Mathilde près des toilettes. « Impressionnant numéro ce soir », dit-elle d'une voix doucereuse. « Vous avez bien dressé vos petites actrices. » Mathilde soutint son regard sans ciller. « Ce n'était pas un numéro, Madame Desmarais. C'était leur idée, leur initiative. » « Vraiment ?» Le scepticisme dans sa voix était palpable. « J'imagine que c'est aussi leur idée de vous traiter comme une sorte de substitut maternel ?» Cette attaque directe ne déstabilisa pas Mathilde. « Je ne cherche à remplacer personne. Je les aide simplement à retrouver leur propre voie. »« Noble mission !» railla Clémence. Puis, se penchant plus près, elle ajouta à voix basse. « Mais ne vous installez pas trop confortablement. J'ai fait quelques recherches sur vous, Mathilde Dufresne. Ou devrais-je dire, Mathilde Laurent. » Mathilde pâlit légèrement. Et Clémence sut qu'elle avait touché un point sensible. « Votre passé est fascinant, » poursuivit-elle. « Je me demande ce qu'Alexandre penserait s'il connaissait toute l'histoire, s'il savait pourquoi vous êtes vraiment ici. » Avant que Mathilde ne puisse répondre, Héloïse apparut dans le couloir, les observant avec suspicion. « Tout va bien, Mathilde ?»« Parfaitement bien, » répondit-elle en retrouvant son calme. Madame Desmarais et moi avions une conversation éclairante. Clémence s'éloigna avec un sourire venimeux, laissant derrière elle une menace non formulée, mais bien réelle. De retour dans la salle, Mathilde observa Alexandre entouré d'invités prestigieux, riant à une plaisanterie, parfaitement à l'aise dans ce monde d'influence et de pouvoir. Les triplés circulaient maintenant librement, recevant compliments et encouragements pour leur initiative. La transformation était remarquable. Elles n'étaient plus les enfants terribles qu'on évitait, mais des jeunes filles charmantes qu'on admirait. Pourtant, les paroles de Clémence résonnaient dans l'esprit de Mathilde comme un glas. Son passé, qu'elle avait si soigneusement mis à distance, menaçait de ressurgir et de détruire tout ce qu'elle avait construit avec les filles. Car Clémence avait raison sur un point. Mathilde n'était pas venue au domaine Valmont par hasard. Plus tard cette nuit-là, lorsqu'ils rentrèrent tous épuisés mais satisfaits, Alexandre prit un moment pour parler à Mathilde seul à seul. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il sincèrement. Vous avez accompli un miracle avec elle. »« Ce n'est pas un miracle, répondit-elle doucement. Elles avaient juste besoin qu'on les voie, réellement. »« Comme nous tous peut-être, murmura-t-il, et pendant un instant, une connexion profonde passa entre eux. Quelque chose de plus que la simple gratitude d'un employeur envers une employée compétente. Mais ce moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Alexandre. L'écran affichait le nom de Clémence. Il hésita, puis décrocha, s'éloignant pour parler en privé. Mathilde resta seule dans le hall, contemplant l'avenir incertain qui se dessinait. Elle savait que Clémence ne s'arrêterait pas là, que la menace planait désormais sur tout ce qu'elle avait construit. La question n'était pas de savoir si la vérité éclaterait, mais quand, et comment elle pourrait protéger les triplés de ses conséquences. Car au-delà de son propre secret, c'était le bien-être de ses 3 enfants qui lui importait, désormais plus que tout. Ces filles qui, en quelques semaines à peine, avaient trouvé le chemin de son cœur blessé, réveillant en elle des sentiments qu'elle croyait à jamais éteints. La semaine qui suivit le gala fut marquée par un calme trompeur au domaine Valmont. La presse avait salué la transformation spectaculaire des triplés et leur engagement philanthropique, propulsant Alexandre au rang de père modèle après des années de critiques voilées sur son incapacité à gérer ses filles turbulentes. Les photos de la soirée, largement diffusées, montraient une famille unie, reconstruite, presque parfaite. Mais sous cette apparente harmonie couvait une tension que Mathilde ressentait à chaque instant. Les insinuations de Clémence l'avaient ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Chaque fois que son téléphone sonnait, chaque fois qu'Alexandre la convoquait dans son bureau, elle craignait que le moment de vérité ne soit arrivé.
Ce matin-là, assise dans le jardin d'hiver où elle supervisait les devoirs des triplés, Mathilde observait la pluie fine qui tombait sur Paris. Les filles travaillaient avec une concentration inhabituelle, un autre changement remarquable dans leur comportement. Héloïse résolvait des équations complexes, Émilie rédigeait une dissertation et Estelle dessinait méticuleusement des structures cellulaires pour son cours de biologie. « Mathilde, demanda soudain Estelle sans lever les yeux de son dessin, tu as de la famille quelque part ?» La question, innocente mais chargée, prit Mathilde au dépourvu. Les trois filles levèrent la tête, attendant sa réponse avec une curiosité non dissimulée. « J'avais un fils, répondit-elle après un silence, décidant que la vérité partielle valait mieux que le mensonge. Il s'appelait Lucas. « Avait » releva immédiatement Émilie, toujours attentive aux nuances. « Il n'est plus là, dit simplement Mathilde. La douleur, même après toutes ces années, restait vive comme au premier jour. Les triplés échangèrent des regards, comprenant intuitivement qu'elle touchait à quelque chose de profond et de douloureux. « C'est pour ça que tu nous comprends, » murmura Héloïse. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Mathilde acquiesça doucement. « La perte nous change. Elle peut nous détruire ou nous rendre plus forts, plus compatissants aussi. »« Comment il était ?» demanda Estelle avec une douceur inhabituelle. Un sourire mélancolique éclaira le visage de Mathilde. Curieux, intelligent, têtu aussi, un peu comme vous trois. Cette dernière remarque allégea momentanément l'atmosphère, arrachant un sourire au triplé. « Et son père ?» osa Émilie. Le visage de Mathilde se ferma imperceptiblement. C'est une longue histoire, peut-être pour un autre jour. Les Seltz-Finaises, Phil n'insistèrent pas, respectant cette limite avec une maturité qui, quelques semaines plus tôt, aurait semblé impensable. Elles retournèrent à leurs devoirs, mais quelque chose avait changé, comme si un nouveau lien s'était formé, basé sur une compréhension mutuelle de la douleur. Plus tard, ce jour-là, alors que Mathilde rangeait des livres dans la bibliothèque, Alexandre vint la rejoindre. Son expression grave l'alerta immédiatement. « Mathilde, puis-je vous parler un moment ?» Elle acquiesça, tentant de maîtriser les battements affolés de son cœur. Était-ce maintenant que tout allait s'effondrer? « J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui, » commença-t-il en s'asseyant face à elle. « De Clémence. » Mathilde attendit, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. « Elle m'a dit que je devrais vérifier votre passé, que vous n'étiez pas celle que vous prétendiez être. » Il marqua une pause, l'observant attentivement. Normalement, j'aurais ignoré ce genre d'insinuation, mais sa conviction m'a troublé. « Je comprends, » dit Mathilde, la gorge serrée. « Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Quelque chose d'important que vous ne m'avez pas dit lors de votre embauche ?» C'était le moment de tout révéler ou de continuer à dissimuler. Mathilde prit une profonde inspiration. « Oui, » admit-elle finalement, « il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Pas par malveillance, mais parce que certaines vérités sont difficiles à partager. » Alexandre se pencha légèrement en cavant, l'encourageant silencieusement à poursuivre. « J'ai perdu mon fils il y a 5 ans, dans l'accident qui m'a laissé paraplégique. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle se força à continuer. « C'était un chauffard. Il a percuté notre voiture à un carrefour. Lucas est mort sur le coup. J'ai survécu, mais j'ai perdu l'usage de mes jambes. » Le visage d'Alexandre s'adoucit de compassion. « Je suis profondément désolé, Mathilde. Mais je ne vois pas en quoi cela affecterait votre travail ici. »« Ce n'est pas tout, » poursuivit-elle, sachant qu'elle ne pouvait plus reculer. « Après l'accident, j'ai sombré dans une dépression profonde. J'ai perdu mon emploi d'éducatrice, mon appartement, presque tout. J'ai dû me reconstruire entièrement. » Elle hésita, puis décida de ne pas aller plus loin. Pas encore. Car la vérité complète était bien plus complexe, bien plus liée à la famille Valmont que ce qu'Alexandre pouvait imaginer. « Je comprends votre parcours difficile, » dit-il doucement, « mais cela explique votre compétence avec mes filles, pas les inquiétudes de Clémence. Madame Desmarais semble déterminée à me discréditer, » répondit Mathilde avec prudence. « Peut-être craint-elle mon influence sur vos filles. » Alexandre se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant le jardin où les triplés jouaient maintenant sous la pluie fine, insouciantes et joyeuses. « Elles ont tellement changé, » murmura-t-il. « Grâce à vous. » Se tournant vers Mathilde, il ajouta «
Je ne laisserai pas des insinuations sans fondement compromettre ce que vous avez accompli ici, mais je vous demande d'être honnête avec moi, Mathilde, complètement honnête. Je le serai, promit-elle, sachant qu'elle venait de gagner un sursis mais pas une absolution. Lorsqu'Alexandre quitta la bibliothèque, Mathilde resta immobile, le cœur lourd. Elle savait que Clémence ne s'arrêterait pas là. La vérité, complète, finirait par éclater. Et quand ce moment viendrait, tout ce qu'elle avait construit avec les triplés risquait de s'écrouler. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle sortit de son tiroir une photographie jaunie par le temps. Un petit garçon aux boucles brunes et au sourire lumineux, si semblable à celui des triplés qu'un observateur attentif aurait pu noter une troublante ressemblance. Le lendemain matin, le domaine Valmont reçut une visite inattendue. Bernard Mercier, un vieil ami d'Alexandre et éminent avocat parisien, se présenta pour un petit déjeuner impromptu. Mathilde, qui descendait pour préparer le repas des filles, fut surprise de trouver les deux hommes en grande conversation dans la cuisine. « Ah, Mathilde, » dit Alexandre en la voyant. « Permettez-moi de vous présenter Bernard Mercier, un ami de longue date. » L'avocat, un homme élégant aux tempes grisonnantes, l'étudia avec une curiosité non dissimulée. « Enchanté, mademoiselle Dufresne. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Quelque chose dans son regard, une reconnaissance, une évaluation, mit Mathilde mal à l'aise. Elle s'affaira à préparer le petit déjeuner, écoutant d'une oreille leur conversation qui portait sur des questions juridiques concernant la fondation. Lorsque les triplés descendirent, elles accueillirent Bernard avec une affection évidente. Visiblement, il était plus qu'un simple associé d'affaires, un membre étendu de la famille, peut-être un parrain. « Oncle Bernard !» s'exclama Estelle en l'embrassant. « Tu as apporté des cadeaux ?»« Estelle !» réprimanda gentiment Mathilde, « ce n'est pas poli de demander. »« Laissez !» sourit Bernard. « C'est notre petit rituel. » Il sortit de sa mallette 3 petites boîtes identiques. Un souvenir de mon dernier voyage à Venise. Pendant que les filles déballaient avec enthousiasme leur présent de délicats masques vénitiens miniatures, Bernard observait attentivement Mathilde. Son regard analytique, typique des avocats habitués à déchiffrer les non-dits, la mettait de plus en plus mal à l'aise. Après le petit déjeuner, alors que les triplés montaient, se préparaient pour leur cours de musique et qu'Alexandre passait, qu'un appel dans son bureau, Bernard retint Mathilde dans la cuisine. « Je connais Alexandre depuis l'université », commença-t-il sans préambule. « Je l'ai vu traverser les pires moments de sa vie lorsque Juliette est partie. Ses filles sont ce qu'il a de plus précieux. »« Je le sais », répondit Mathilde calmement. « Et je sais aussi qui vous êtes réellement, Mathilde Laurent. » Le nom, prononcé à voix basse mais distinctement, confirma ses craintes. Bernard savait. « Clémence vous a parlé, devina-t-elle. En effet, elle a embauché un détective privé très efficace. » Il s'approcha, baissant encore la voix. « Ce que je ne comprends pas, c'est votre motivation. Vengeance, culpabilité ou autre chose ?» Mathilde soutint son regard. « Vous ne savez pas tout, monsieur Mercier. Je sais que votre mari, Henri Laurent, travaillait pour Valmont Cosmétiques avant son licenciement pour négligence. Je sais qu'il a sombré dans l'alcool, qu'il conduisait en état d'ébriété le jour de l'accident qui a tué votre fils et vous a laissé paraplégique. Chaque mot était comme un coup de poignard, ravivant des blessures mal cicatrisées. Et je sais, poursuivit implacablement Bernard, que vous teniez Alexandre pour responsable de la déchéance de votre mari. Alors je vous le demande à nouveau, que faites-vous réellement ici ? Mathilde ferma brièvement les yeux, rassemblant son courage. Au début, je voulais juste voir l'homme qui, indirectement, avait détruit ma famille, comprendre qui il était vraiment. Et maintenant, pressa Bernard. Maintenant, je vois un père qui aime ses filles, mais ne sait pas comment le leur montrer. Je vois 3 enfants blessés qui ont besoin d'être guidés, pas punis, et je vois que la haine ne guérit rien. Bernard l'étudia, longuement pesant la sincérité de ses paroles. Alexandre doit savoir, dit-il finalement. Il mérite la vérité. Je sais, acquiesça Mathilde, et je la lui dirai. Mais pas maintenant, pas comme ça. Pas comme une accusation lancée par Clémence pour me discréditer. Les filles ont enfin trouvé un équilibre. Elles s'ouvrent, elles guérissent. Vous semblez sincèrement vous préoccuper d'elles.
constata Bernard surpris. Plus que vous ne pouvez l'imaginer, murmura Mathilde. Leur conversation fut interrompue par le retour d'Alexandre. En voyant leurs expressions graves, il s'arrêta net. Que se passe-t-il ici? Bernard et Mathilde échangèrent un regard lourd de sens. Finalement, l'avocat secoua imperceptiblement la tête. « Rien d'important, répondit-il. Nous parlions simplement du prochain conseil d'administration de la Fondation. » Alexandre n'était pas dupe, mais il n'insista pas. Plus tard, raccompagnant Bernard à sa voiture, il lui demanda directement « Qu'est-ce que Clémence t'a vraiment dit sur Mathilde ?» L'avocat hésita, tiraillé entre sa loyauté envers son ami et le besoin de protéger une situation fragile, mais positive. « Elle a des soupçons, pas des preuves, » répondit-il prudemment. « Observe Mathilde toi-même, Alexandre. Fais-lui confiance ou non selon ton instinct, pas selon les insinuations de Clémence. » Ce conseil, délibérément ambigu, laissa Alexandre plus troublé qu'éclairé. En rentrant dans la maison, il trouva les triplés et Mathilde dans le salon, travaillant ensemble sur le projet d'art-thérapie annoncé lors du gala. Leur concentration, leur complicité évidente, l'enthousiasme des filles, tout cela semblait si authentique, si précieux. Pouvait-il risquer de perdre cela sur la base de soupçons et d'insinuations? D'un autre côté, pouvait-il ignorer les avertissements de deux personnes proches de lui? Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, dans son appartement luxueux avec vue sur la tour Eiffel, Clémence Desmarais recevait le rapport final du détective privé. Les dernières pièces du puzzle venaient de tomber en place, des pièces bien plus explosives que même Bernard ne l'avait imaginé. Un sourire froid étira ses lèvres parfaitement maquillées. Elle tenait enfin l'arme qui lui permettrait d'éliminer définitivement Mathilde de la vie des Valmont. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro d'Alexandre. Le dîner au domaine Valmont ce soir-là fut marqué par une tension palpable. Alexandre, habituellement prompt à partager les événements de sa journée, restait silencieux, perdu dans ses pensées. Les triplés, sensibles à l'atmosphère, échangèrent des regards inquiets. Seule Mathilde maintenait une façade de normalité, servant le repas et encourageant la conversation, comme si rien n'était anormal. « Comment s'est passée votre leçon de piano aujourd'hui ?» demanda-t-elle aux filles, tentant de briser le silence pesant. « Bien, » répondit Émilie. « Monsieur Lefebvre dit que je progresse sur le morceau de Chopin. Et toi, Héloïse » poursuivit Mathilde. « J'ai composé quelque chose, » répondit-elle avec une fierté inhabituelle. « Je voulais te le montrer après le dîner. » Ce « te » au lieu du « vous » formel qu'elle avait toujours utilisé auparavant n'échappa pas à Alexandre. Une autre preuve du lien profond qui s'était tissé entre ces filles et cette femme qu'il commençait à suspecter de duplicité. « Ce sera pour une autre fois, » intervint-il brusquement. « J'ai besoin de parler à Mathilde en privé après le dîner. » Les filles se figèrent, percevant immédiatement la tension sous-jacente. « Un problème, papa ?» demanda Estelle, la plus intuitive des trois. « Une simple question administrative, » répondit-il avec un sourire forcé qui ne trompa personne. Le décent repas se termina dans un silence inconfortable. Lorsque les filles montèrent à contre-cœur, Mathilde suivit Alexandre dans son bureau. La pièce, avec ses boiseries sombres et ses lourdes tentures, semblait encore plus austère que d'habitude sous l'éclairage tamisé. Alexandre referma soigneusement la porte, puis se tourna vers elle, le visage grave. « J'ai reçu un appel de Clémence cet après-midi, » commença-t-il sans préambule. « Elle affirme détenir des preuves concrètes vous concernant. » Mathilde resta silencieuse, attendant la suite, son cœur battant douloureusement contre sa poitrine. « Elle m'a parlé de votre mari, Henri Laurent, de son travail dans mon entreprise, de son licenciement. » Il fit une pause, étudiant son visage, à la recherche d'une réaction. « C'est vrai, » admit-elle simplement. Henri dirigeait le département de contrôle qualité chez Valmont Cosmétiques, jusqu'à ce que je le licencie pour négligence grave en 2017, compléta Alexandre. Une négligence qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise sans parler des risques pour nos clients. C'est la version officielle, dit Mathilde doucement. Vous en contestez la véracité? Non. Mais les conséquences vont bien au-delà d'un simple licenciement, monsieur Valmont. Alexandre se passa une main sur le visage, soudain lasse. Henri a sombré dans l'alcool après son renvoi. Il conduisait en état d'ébriété lors de l'accident qui a tué votre fils et causé votre handicap.
Mathilde acquiesça silencieusement, les yeux brillants de larmes contenues. « Et vous me tenez pour responsable, conclut-il. Je l'ai fait, corrigea-t-elle. Pendant longtemps, j'ai cru que si vous ne l'aviez pas licencié, si vous lui aviez donné une seconde chance, rien de tout cela ne serait arrivé. C'était plus facile de vous blâmer que d'accepter la vérité. Henri avait des problèmes, bien avant son licenciement. Votre décision n'a été que le catalyseur d'une chute déjà amorcée. » Alexandre s'approcha lentement de la fenêtre, contemplant le jardin plongé dans l'obscurité. « Alors, vous êtes venu ici pour quoi, exactement? Vengeance? Réparation? Au début, je voulais simplement vous voir, comprendre, qui était l'homme qui, dans mon esprit, avait contribué à détruire ma vie. » Elle hésita, puis ajouta « Mais ensuite, j'ai rencontré vos filles. Et elles ont changé la donne, » compléta-t-il. « Elles m'ont rappelé ce que c'est que d'avoir un but, d'être nécessaire à quelqu'un. » Sa voix se brisa légèrement. « Elles m'ont aidé à guérir, Alexandre, autant que j'ai pu les aider. » Il se retourna, la scrutant intensément. « Je veux vous croire, Mathilde, vraiment. Mais comment le pourrais-je alors que vous m'avez menti? » « Dès le premier jour, je ne vous ai pas menti sur l'essentiel, » protesta-t-elle. « Sur mes compétences, sur mon désir d'aider vos filles. Tout cela était authentique. Mais votre présence ici repose sur une omission capitale, » s'emporta-t-il soudain. « Vous saviez parfaitement qui j'étais, qui elles étaient. Vous aviez un passif, une rancœur, peut-être même une intention de nuire initialement. »« Ce n'est pas aussi simple, » commença Mathilde, mais Alexandre l'interrompit. « Clémence m'a également parlé d'autre chose, » dit-il d'une voix plus basse, presque hésitante. « Quelque chose concernant votre fils, Lucas. » Le visage de Mathilde se décomposa. C'était donc cela, la véritable révélation, celle qu'elle redoutait par-dessus tout. Elle prétend avoir des preuves que Lucas était mon fils biologique. Le silence qui suivit cette déclaration semblait amplifier le tic-tac de la pendule ancienne qui trônait sur la cheminée. Mathilde ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « C'est vrai, » murmura-t-elle, finalement. Alexandre chancela comme sous l'impact d'un coup physique, s'appuyant au bureau pour ne pas tomber. Même s'il avait entendu cette allégation de la bouche de Clémence, une part de lui avait refusé d'y croire jusqu'à cet instant. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda doucement Mathilde. « De nous, c'était il y a si longtemps. » Alexandre la dévisagea, cherchant dans ses traits un écho du passé. « Nous nous sommes connus ?» Brièvement. En 2010, lors du Congrès international de cosmétologie à Genève. J'étais stagiaire dans l'équipe organisatrice. Vous veniez de lancer votre première ligne internationale. Nous avons passé une nuit ensemble, une seule. Les souvenirs affluèrent progressivement, une soirée de célébration après un succès commercial, le champagne coulant à flot, une jeune femme intelligente et vive avec qui il avait partagé plus qu'une conversation. « Je ne savais même pas votre nom, » murmura-t-il, atterré. « Je sais. Pour vous, ce n'était qu'une nuit sans lendemain. Pour moi aussi, d'ailleurs. » Elle fit une pause, jusqu'à ce que je découvre ma grossesse 2 mois plus tard. « Et vous ne m'avez jamais rien dit ?» L'incrédulité et la colère se disputaient dans sa voix. « J'ai essayé, » répondit-elle calmement. « J'ai appelé votre bureau plusieurs fois. Vos assistants m'ont éconduite pensant que j'étais une opportuniste. Ensuite, j'ai appris que vous veniez de vous marier avec Juliette. Vous fondiez votre propre famille. J'ai décidé d'élever Lucas seul. Et puis, Henri est entré dans votre vie. Oui, nous nous sommes rencontrés alors que Lucas avait 2 ans. Henri l'a aimé comme son propre fils. Il ne savait pas, je ne lui ai jamais dit la vérité. » Alexandre se laissa tomber dans son fauteuil, assommé par ces révélations. Un fils. J'avais un fils dont j'ignorais l'existence, et il est mort sans que je le connaisse jamais. La douleur dans sa voix était si profonde, si authentique, que Mathilde sentit ses propres larmes couler librement. « Je suis désolé, Alexandre. Tellement désolé. Quand j'ai décidé de venir ici, ce n'était pas pour vous révéler cela. C'était pour comprendre qui vous étiez vraiment, pour mettre un visage sur l'homme que j'avais blâmé pendant si longtemps. »« Et qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-il amèrement. « Un homme qui aime ses filles plus que tout au monde, mais qui ne sait pas comment le leur montrer. Un homme prisonnier de sa culpabilité et de son chagrin,
tout comme je l'étais. Alexandre la fixa longuement, déchiré entre sa colère légitime face à cette dissimulation et une étrange compréhension pour cette femme qui, comme lui, avait traversé l'enfer de la perte. « Je ne peux pas continuer comme ça, » dit-il, finalement. « Je ne peux pas vous garder sous mon toit en sachant ce que vous avez caché, en sachant que chaque jour, vous regardez mes filles en pensant au fils que j'aurais dû connaître. »« Je comprends, » murmura Mathilde, le cœur brisé, mais résigné. « Vous partirez demain matin, » décréta-t-il d'une voix qui se voulait ferme mais tremblait légèrement. « Je vous demande simplement de ne pas révéler aux filles la véritable raison de votre départ. Inventez quelque chose, une opportunité ailleurs, un problème familial, n'importe quoi qui leur épargne ce traumatisme supplémentaire. » Et que leur direz-vous ensuite quand elles vous demanderont pourquoi leur seule figure stable depuis des mois a disparu du jour au lendemain ? Demanda doucement Mathilde. Alexandre détourna le regard. « Je trouverai les mots. Je dois les protéger. » Les protéger ou vous protéger vous-même? La question flotta dans l'air sans réponse. Quand Mathilde quitta le bureau, ses jambes paralysées n'étaient pas le plus lourd fardeau qu'elle portait. L'idée de laisser les triplés, de les abandonner alors qu'elle commençait tout, juste à s'ouvrir et à guérir, lui semblait insupportable. Mais quel choix avait-elle? Dans le couloir, elle tomba nez à nez avec Héloïse, qui visiblement avait attendu la fin de la conversation. Son expression révélait qu'elle avait entendu, sinon tout, du moins suffisamment. « Tu pars », dit-elle simplement, les yeux brillants de larmes contenues et de colère. « Héloïse », commença Mathilde, le cœur serré. « Il te renvoie, c'est ça, comme tous les autres adultes qui finissent par nous abandonner. »« Ce n'est pas si simple », tenta d'expliquer Mathilde. « Si, ça l'est », s'écria la jeune fille. « Tu avais promis de ne pas fuir. Tu avais dit que tu étais différente. »« Je ne fuis pas, Héloïse. Ton père a ses raisons. »« Ses raisons ?» répéta-t-elle avec un mépris au-delà de son âge. « Ses raisons, c'est cette femme, Clémence. Elle veut prendre la place de maman. Et toi, tu la gênes. » Mathilde saisit doucement la main de la jeune fille. « Écoute-moi, parfois les adultes ont des histoires compliquées, des passés qui les rattrapent. Ce qui arrive n'est pas de la faute de ton père. Alors reste et batte-toi, supplia Héloïse. Pour nous. »« Ce n'est pas si simple, répéta Mathilde, impuissante. Héloïse retira brusquement sa main. « Si, ça l'est. Soit tu te bats pour nous, soit tu nous abandonnes comme tous les autres. » Sur ces mots, elle tourna les talons et courut vers la chambre qu'elle partageait avec ses sœurs. Mathilde resta seule dans le couloir, son fauteuil immobile comme son cœur semblait l'être. Cette nuit-là, elle prépara sa valise dans un silence douloureux, rangeant méticuleusement le peu d'affaires qu'elle avait apportées. Chaque objet lui rappelait un moment partagé avec les triplés, le livre qu'elle lisait à Estelle, le cahier où elle avait noté les progrès d'Émilie, l'écharpe qu'Héloïse lui avait empruntée un jour de pluie. Vers minuit, des coups discrets furent frappés à sa porte. En l'ouvrant, elle découvrit les 3 sœurs en pyjama, les yeux rougis mais déterminés. « Nous savons que tu pars », annonça Émilie, parlant pour les 3. « Héloïse nous a tout raconté. »« Entrez », murmura Mathilde, s'écartant pour les laisser passer. Elles s'assirent sur son lit, 3 silhouettes identiques unies dans le même chagrin. « Pourquoi ?» demanda simplement Estelle. Mathilde choisit ses mots avec soin. « Votre père et moi avons un passé commun que je lui ai caché. Il se sent trahi, et je le comprends. »« Quel genre de passé ?» insista Héloïse. « C'est complexe, et ce n'est pas à moi de vous l'expliquer, » répondit Mathilde avec douceur mais fermeté. « Un jour, quand vous serez plus grande, peut-être comprendrez-vous. »« Mais nous ne voulons pas que tu partes, » dit Émilie, exprimant ce que toutes ressentaient. « Je sais, » murmura Mathilde émue, « et partir me brise le cœur. Vous 3, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais. Alors, reste !» s'exclama Héloïse avec véhémence. « On peut convaincre papa. » Mathilde secoua doucement la tête. Parfois, les décisions des adultes sont définitives, même quand elles sont douloureuses. Un silence lourd s'installa, rompu finalement par Estelle, qui déclara d'une voix étrangement mature « Si tu ne peux pas rester ici, alors je veux aller vivre avec toi. » Mathilde la regarda avec stupéfaction. « Estelle, tu ne peux pas. »« Si je peux, » affirma-t-elle avec une détermination tranquille. «
J'ai 12 ans. Dans 4 ans, je pourrai légalement choisir avec qui je veux vivre. En attendant, je peux au moins faire savoir à papa ce que je veux vraiment. » Émilie hocha lentement la tête. « Moi aussi. Je préfère vivre avec quelqu'un qui nous voit vraiment plutôt qu'avec quelqu'un qui nous ignore ou nous achète avec des cadeaux. » Héloïse, après un moment d'hésitation, acquiesça à son tour. « Nous sommes d'accord. Pour une fois, nous sommes toutes les trois parfaitement d'accord. » Mathilde, bouleversée par cette déclaration de loyauté mais consciente de son impossibilité, tenta de les raisonner. « Votre père vous aime profondément. Il fait ce qu'il croit être le mieux pour vous protéger. »« Nous protéger de quoi ?» demanda Héloïse avec une perspicacité troublante. « De la seule personne qui nous a fait, nous, sentir normal depuis que maman est partie ?» Ces mots, dans leur simplicité déchirante, résumaient tout le paradoxe de la situation. Mathilde attira les 3 filles contre elle dans une étreinte désespérée. « Je vous promets que quoi qu'il arrive, vous ne me perdrez pas complètement, » murmura-t-elle. « Je trouverai un moyen de rester dans votre vie, même à distance. » Mais elles savaient toutes les 4 que ce n'était qu'une promesse vide, une consolation insuffisante face à la réalité de la séparation imminente. Lorsque les triplés regagnèrent finalement leur chambre, Mathilde resta éveillée, contemplant le plafond. Dans quelques heures, elle quitterait cette maison qui était devenue la sienne, ses enfants qui avaient rouvert son cœur. Et elle ignorait comment elle pourrait supporter cette nouvelle perte. À l'aube, alors qu'elle terminait ses préparatifs dans un silence résigné, un bruit soudain la fit sursauter, le claquement d'une porte, des pas précipités dans l'escalier. Puis la voix alarmée d'Alexandre qui appelait ses filles. Quelque chose n'allait pas. Mathilde se précipita hors de sa chambre pour découvrir Alexandre, pâle et désorienté, tenant à la main un morceau de papier. « Elles sont parties », annonça-t-il. D'une voix blanche, « Les triplés ont fugué. »« Comment ça, parties ?» demanda Mathilde, incrédule. Alexandre lui tendit le papier qu'il tenait à la main. Une lettre rédigée dans l'écriture soignée d'Émilie, visiblement au nom des 3 sœurs. « Papa, si Mathilde ne peut pas rester avec nous, alors nous ne resterons pas non plus. Nous sommes fatigués d'être des accessoires dans ta vie, des problèmes à résoudre ou à cacher. Mathilde est la seule personne qui nous a comprises et aimées telles que nous sommes, pas telles que tu voudrais. Que nous soyons, ne nous cherche pas. Nous avons besoin de temps pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment. » Héloïse, Émilie et Estelle. Mathilde sentit son sang se glacer. « Depuis quand sont-elles parties ? Je ne sais pas exactement, » répondit Alexandre, passant nerveusement sa main dans ses cheveux. « Je suis allé les réveiller pour leur parler avant votre départ, et j'ai trouvé leur lit vide. La fenêtre était ouverte. Ont-elles pris des affaires, de l'argent ? Leurs sacs à dos ne sont plus là. Et j'ai vérifié mon bureau. Elles ont pris ma carte de crédit secondaire. » Malgré la gravité de la situation, Mathilde ne put s'empêcher d'admirer l'intelligence pratique des triplés. Elle n'était pas partie sur un coup de tête, mais avec un plan. « Il faut appeler la police, » dit Alexandre, se dirigeant déjà vers le téléphone. « Attendez, » l'arrêta Mathilde. « Je crois savoir où elle pourrait être allée. » Il se retourna, l'espoir et le doute se disputant sur son visage. « Où ? Hier soir, elles sont venues me voir. Estelle a dit qu'elle voulait venir vivre avec moi. » Elle hésita, puis ajouta « Je pense qu'elles ont pu se rendre à mon appartement. »« Vous avez une clé. Elles peuvent entrer ?»« Non, mais elles connaissent mon adresse. Elles figurent sur mon contrat de travail, dans votre bureau. Et elles sont assez débrouillardes pour attendre devant l'immeuble. » Sans plus discuter, ils se précipitèrent vers la voiture d'Alexandre. Le trajet jusqu'à l'appartement de Mathilde, dans le modeste quartier de Belleville, se déroula dans un silence tendu. L'aube peignait Paris de teintes roses et grises, la ville s'éveillant à peine tandis qu'il filait à travers ses rues, presque désertes. En arrivant devant l'immeuble ancien où vivait Mathilde, ils repérèrent immédiatement les 3 silhouettes identiques assises sur un banc, leur sac à dos entre les pieds, l'air épuisé mais déterminé. Alexandre arrêta brusquement la voiture et en sortit précipitamment, suivi par Mathilde qui manœuvra son fauteuil avec une habileté née de l'urgence. « Vous êtes inconsciente !» s'écria-t-il en s'approchant des filles. « Vous rendez-vous compte de la peur que vous nous avez causée ?» Les triplés se levèrent d'un même mouvement, mais ce fut Héloïse, comme toujours, qui prit la parole. « Nous voulions juste que tu comprennes. »« Comprendre quoi ?» demanda-t-il, partagé entre colère et soulagement. «
que vous êtes prête à me faire mourir d'inquiétude. Comprendre que cette fois nous ne céderons pas, répondit-elle avec un calme qui contrastait avec son habituelle impétuosité. Mathilde reste avec nous, ou nous partons avec elle. Mathilde s'avança, s'interposant entre Alexandre et ses filles. Ce n'est pas une solution, les filles. Vous ne pouvez pas faire chanter votre père de cette façon. Ce n'est pas du chantage, intervint Émilie. C'est un choix, notre choix. Estelle, la plus discrète des trois, ajouta doucement. Depuis que maman est partie, nous n'avons jamais eu notre mot à dire sur rien. Les gouvernantes, les écoles, les activités, tout a toujours été décidé pour nous. Mais pas cette fois. Alexandre les regarda tour à tour, frappé par cette maturité inattendue, cette détermination tranquille. Ce n'était plus une crise de colère d'enfant gâté, mais l'expression d'un besoin profond et légitime. « Rentrons à la maison », dit-il finalement. « Nous ne pouvons pas régler cela dans la rue. Seulement si Mathilde vient aussi », négocia fermement Héloïse. Il acquiesça, vaincu par cette coalition inébranlable. Le retour au domaine Valmont se fit dans un silence moins tendu, mais chargé d'appréhension. Que se passerait-il ensuite? Comment résoudre cet imbroglio où s'entremêlaient passé et présent, vérité et mensonge, rancœur et espoir? Dans le grand salon baigné de la lumière matinale, Alexandre servit un chocolat chaud aux filles, pendant que Mathilde préparait du café pour les adultes, un geste quotidien qui semblait désormais incongru dans le contexte de crise. « Bien, » dit-il en s'asseyant face au triplé. « Je vous écoute. » Elles échangèrent un regard, puis Émilie, la plus diplomatique, prit la parole. « Nous savons que Mathilde et toi avaient un passé compliqué. Nous ne connaissons pas les détails et nous ne demandons pas à les connaître maintenant. Mais nous savons une chose. Depuis qu'elle est arrivée, notre maison est redevenue un foyer. Pour la première fois depuis que maman est partie, poursuivit Estelle, nous nous sentons vus, entendus, comprises. Et si tu la renvoies, conclut Héloïse, ça prouvera juste que ton orgueil compte plus pour toi que notre bonheur. » Cette accusation frappa Alexandre en plein cœur. Il regarda ses filles, ces trois visages identiques, qui reflétaient l'expression même de Juliette lorsqu'elle était déterminée. Puis Mathilde, silencieuse, mais visiblement émue. « Les filles, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, « il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Des histoires d'adultes qui concernent Lucas, » interrompit Héloïse. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce. Mathilde pâlit visiblement. « Comment ?» balbutia Alexandre. « J'ai entendu plus que tu ne le crois hier soir, » admit Héloïse. « Je sais que Mathilde avait un fils qui s'appelait Lucas et qu'il était lié à toi d'une façon ou d'une autre. Vous lui avez dit ?» demanda Alexandre à Mathilde, l'incrédulité perçant dans sa voix. « Non, » répondit-elle fermement. « Je n'aurais jamais fait ça. »« Elle ne nous a rien dit, » confirma Émilie. « Mais nous ne sommes pas stupides. Nous pouvons assembler les pièces du puzzle. » Alexandre se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant le jardin où ses filles avaient grandi. Tant de secrets, tant de non-dits au fil des années. Peut-être était-il temps que cela cesse. « Lucas était mon fils, » dit-il finalement, se retournant pour faire face au triplé. Un fils dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier soir. Les yeux des triplés s'écarquillèrent de surprise. Quelle que soit la vérité qu'elles avaient imaginée, ce n'était visiblement pas celle-ci. « Notre frère, » murmura Estelle. « Demi-frère, » précisa doucement Mathilde. « Il est né bien avant vous, avant même que votre père ne rencontre votre mère. Et il est... » Émilie laissa sa phrase en suspens, incapable de prononcer le mot. « Il nous a quittés il y a 5 ans, » confirma Mathilde, les larmes aux yeux, « dans l'accident qui m'a laissé paraplégique. » Un silence chargé d'émotions s'installa, que personne n'osait rompre. C'était Estelle, avec sa sensibilité particulière, qui finalement s'approcha de Mathilde et posa doucement sa main sur la sienne. « C'est pour ça que tu nous comprends si bien, » dit-elle simplement. « Tu sais ce que c'est de perdre quelqu'un, qu'on aime. » Mathilde acquiesça, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. « Mais pourquoi ne pas l'avoir dit à papa plus tôt ?» demanda Émilie, toujours pragmatique. « Pourquoi venir ici sous un faux prétexte ?»« C'est compliqué, » intervint Alexandre, revenant s'asseoir. « Le mari de Mathilde travaillait pour moi. Je l'ai licencié pour une faute professionnelle grave.
Après cela, sa vie a basculé, ce qui a indirectement conduit à l'accident. Et tu pensais que papa était responsable, devina Héloïse regardant Mathilde. Pendant longtemps, oui, admit-elle. La douleur cherche toujours un coupable. C'était plus facile de blâmer votre père que d'accepter la complexité de la situation. Alors tu es venu ici pour te venger? La question d'Émilie était directe, sans jugement, une simple recherche de vérité. Je suis venu pour comprendre, corrigea Mathilde, pour voir l'homme que j'avais transformé en monstre, dans mon esprit, pour trouver peut-être une forme de paix. Et puis tu nous as rencontrés, compléta doucement Estelle. Mathilde sourit à travers ses larmes. Et puis je vous ai rencontrés, 3 petites furies qui m'ont rappelé pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Alexandre observait cet échange avec une émotion croissante. Voir ses filles, c'est terrible, impossible, merveilleuses filles, faire preuve d'une telle maturité, d'une telle compassion, lui ouvrait les yeux sur ce qu'elles étaient devenues en si peu de temps grâce à Mathilde. « J'ai perdu un fils que je n'ai jamais connu, » dit-il finalement. « Un fils dont on m'a privé du droit même de savoir qu'il existait. » Mathilde accusa le coup, mais ne détourna pas le regard. « Je sais, et je ne pourrai jamais réparer cette injustice. »« Non, tu ne le pourras pas, » confirma-t-il. « Mais tu as donné quelque chose d'inestimable à mes filles. Notre compréhension, notre pardon mutuel, ne pourront-ils pas être un début de réparation ?» Cette ouverture inattendue surprit tout le monde, Mathilde la première. « Que veux-tu » dire? Je veux dire que peut-être, à travers Héloïse, Émilie et Estelle, nous pouvons créer quelque chose de positif à partir de tant de pertes. Peut-être pouvons-nous transformer la rancœur en acceptation et la douleur en guérison. Les triplés retenaient leur souffle, comprenant que quelque chose de fondamental était en train de se jouer devant elles. « Tu veux que je reste » demanda Mathilde, n'osant y croire. « Je veux que nous essayions » répondit Alexandre avec prudence. Pas en oubliant le passé, mais en refusant de le laisser définir notre avenir. Et Clémence, sans qui Héloïse, toujours pratique. Un sourire triste passa sur le visage d'Alexandre. Clémence a ses propres ambitions. Elle n'a jamais vraiment compris ce dont cette famille avait besoin. Cette simple phrase contenait une reconnaissance implicite que Mathilde, elle, avait compris. Une reconnaissance qui valait toutes les déclarations formelles. « Alors c'est décidé ?» demanda Émilie, un espoir fragile dans la voix. « Mathilde reste ?» « Si elle le souhaite, » confirma Alexandre, regardant directement Mathilde. « C'est à elle de décider maintenant. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle, attendant sa réponse. Mathilde prit un moment pour contempler ces 4 visages tournés vers elle. Alexandre, dont le regard portait le poids de tant de révélations, mais aussi une ouverture nouvelle. Et les triplés, ces 3 jeunes filles qui avaient forcé leur chemin jusqu'à son cœur blindé. « Je reste », dit-elle simplement. Les triplés laissèrent éclater leur joie, se précipitant pour l'entourer de leurs bras. Alexandre, plus réservé, mais visiblement soulagé, acquiesça avec un sourire sincère. La route serait longue, bien sûr. Il y aurait des jours difficiles, des moments où le poids du passé se ferait sentir, des ajustements nécessaires pour que cette famille recomposée trouve son équilibre. Mais pour la première fois depuis longtemps, tous ressentèrent la même chose, l'espoir. Quelques jours plus tard, alors que la vie reprenait progressivement son cours au domaine Valmont, une visiteuse inattendue se présenta. Clémence Desmarais, élégante comme toujours mais avec une tension visible dans sa posture, demanda à voir Alexandre. Dans le bureau où tant de vérités avaient été dévoilées, elle fit face à un homme changé, plus serein, plus résolu. « J'ai appris que tu avais gardé cette femme, dit-elle sans préambule, malgré tout ce que je t'ai révélé. » « En effet, » confirma calmement Alexandre, « et je te remercie pour ces révélations, Clémence. Elles nous ont forcés, Mathilde et moi, à affronter notre passé commun. »« Tu ne comprends pas, » insista-t-elle. « Elle s'est servie de tes filles pour s'immiscer dans ta vie, pour se venger. » Peut-être était-ce son intention initiale, admit-il, mais ce qui compte, c'est ce qu'elle a réellement fait. Elle a aidé mes filles à guérir. Et moi aussi. Par extension. Clémence le dévisagea incrédule. Tu lui pardonnes, après qu'elle t'ait caché l'existence de ton propre fils pendant des années? Le pardon n'efface pas le passé, Clémence. Il libère l'avenir. Il se leva, signifiant que l'entretien touchait à sa fin. Je te serai toujours reconnaissant pour ton amitié et ton soutien, mais notre relation ne peut plus continuer comme avant.
À cause d'elle, cracha Clémence, la rancœur déformant ses traits élégants. À cause de moi, corrigea doucement Alexandre. Parce que j'ai enfin compris ce dont ma famille a vraiment besoin. Lorsque Clémence quitta le domaine Valmont ce jour-là, ce fut avec la conscience que sa défaite était totale. Elle avait joué sa meilleure carte, la vérité, espérant qu'elle détruirait Mathilde. Au lieu de cela, cette vérité avait créé un lien plus profond encore entre les habitants de cette maison qu'elle avait tant convoité. Dans les mois qui suivirent, le domaine Valmont connut une transformation subtile mais profonde. Les rires y résonnaient plus souvent, les portes restaient ouvertes. La musique s'échappait des chambres des triplés qui, tout en conservant leur complicité unique, développaient chacune leurs talents et personnalités propres. Mathilde, initialement gouvernante, devint progressivement bien plus que cela, une confidente, une guide, une présence aimante, dont l'influence s'étendait à tous les aspects de la vie familiale. Quant à Alexandre, l'homme d'affaires implacable apprenait lentement l'art d'être simplement père, présent, attentif, capable d'exprimer son amour, autrement que par des cadeaux coûteux ou des règles strictes. Un an jour pour jour après l'arrivée de Mathilde au domaine, Alexandre organisa une petite cérémonie dans le jardin. Les triplés, maintenant âgés de 13 ans, y participèrent activement, décorant la terrasse de fleurs et de lanternes. Madame Pelletier prépara un festin, et même Bernard Mercier, l'avocat devenu allié, était présent. « Aujourd'hui, annonça Alexandre en levant son verre, nous célébrons non pas une date, mais un voyage. Le voyage qui nous a menés de l'obscurité vers la lumière, de la perte vers la reconstruction. » Son regard croisa celui de Mathilde, assise à ses côtés, rayonnante dans une robe vert émeraude. Nous célébrons aussi une vérité simple mais profonde. La famille n'est pas seulement celle du sang ou des papiers officiels. C'est celle que l'on choisit de construire jour après jour avec courage et amour. Les triplés applaudirent avec enthousiasme avant qu'Estelle ne s'avance timidement, tenant une petite boîte. « Nous avons un cadeau pour Mathilde, » annonça-t-elle. Pour marquer ce jour spécial. À l'intérieur de la boîte se trouvait un médaillon en argent. Lorsque Mathilde l'ouvrit, elle découvrit 4 photographies miniatures. Lucas souriant dans un parc et chacune des triplés. « Pour que tous, les enfants que tu as aimés soient toujours près de ton cœur, » expliqua Émilie, les yeux brillants d'émotion. Mathilde, incapable de parler, serra les 3 filles contre elle dans une étreinte qui valait tous les discours. Alexandre, témoin de cette scène, sentit son propre cœur s'emplir d'une gratitude profonde. La vie n'avait pas effacé les cicatrices, ni les siennes, ni celles de Mathilde, ni même celles des triplés. Mais ensemble, ils avaient appris que les blessures les plus profondes pouvaient devenir source de compassion et de compréhension. Dans cette maison autrefois hantée par l'absence, une présence nouvelle s'était installée, non pas pour remplacer ce qui avait été perdu, mais pour créer quelque chose de différent, de précieux à sa manière. Et tandis que le soleil se couchait sur le domaine Valmont, baignant le jardin d'une lumière dorée, Alexandre réalisa une vérité simple mais profonde. L'homme qui croyait tout avoir avait finalement découvert que la véritable richesse résidait dans ces moments de connexion authentique, de